J'étais au sous-sol, en train de finir la salle de jeu que j'avais promise à ma fille de 15 ans, Janet. Le plafond et les murs étaient déjà terminés et j'avais aménagé une section sous l'escalier pour du rangement supplémentaire. Maintenant, je posais la moquette d'intérieur-extérieur que j'avais ramenée la veille. Ma femme, Jamie, rendait visite à sa mère à Cleveland, j'avais toute la maison pour moi. Janet, quant à elle, passait la nuit chez une de ses amies du lycée. J'avais parlé à la mère de son amie qui m'avait assuré qu'elle et son mari seraient tout le temps à la maison. C'étaient de bonnes personnes et des amis, donc ça me convenait. Pendant que je travaillais, mon esprit est retourné au dimanche soir, la veille du départ de Jamie. Comme d'habitude, elle était en colère contre moi et n'avait pas beaucoup parlé de son prochain voyage. Tout ce qu'elle avait dit, c'est qu'elle avait besoin de temps pour elle et qu'elle serait partie pendant 2 semaines. Jamie ne travaillait plus depuis qu'elle avait été licenciée lors d'une réduction d'effectifs à la banque il y a environ 2 ans. Comme je gagnais un bon revenu, il n'y avait aucune pression financière pour qu'elle travaille. Elle avait décidé de rester à la maison pendant un certain temps et j'avais espéré que cette pause l'aiderait à se détendre et peut-être à réparer la fracture croissante dans notre mariage. Malheureusement, cela n'avait pas beaucoup aidé. Je m'appelle Jim Chouan, j'ai 50 ans et je suis associé chez Harris, Chouan et Wilson, avocats. Joe Harris et moi avons fondé le cabinet ici à Saint-Louis il y a près de 20 ans, et Margaret Wilson nous a rejoints 5 ans plus tard. Nous sommes spécialisés en droit des sociétés et le cabinet a eu beaucoup de succès. Je ne suis pas beaucoup allé au tribunal ces dernières années, car nous avons une équipe solide de jeunes avocats talentueux désireux de faire leurs preuves. Ils aspiraient tous à devenir associés, mais comme nous n'avions ajouté qu'1 ou 2 associés au cours des 17 dernières années, ils se disputaient âprement chaque opportunité. Je les mentorais, les guidant à travers les complexités du droit des sociétés tout en leur permettant de faire leurs preuves. Margaret gérait le côté relations clients du cabinet, dirigeant le bureau comme une véritable force motrice. Tout le monde semblait satisfait de son temps au cabinet, ce qui constituait sans aucun doute un ajout précieux à leur CV. Jamie et moi sommes mariés depuis 19 ans. C'est un second mariage pour nous deux. Ensemble, nous avons une fille, Janet. Ma première femme était décédée dans un accident de voiture et nous n'avions pas eu d'enfant ensemble. Jamie, d'autre part, avait un fils de son premier mariage. Il a maintenant 24 ans, est marié et a ses propres enfants. Il vit avec son père et, bien que Jamie lui parle occasionnellement au téléphone, à ma connaissance, elle ne lui a jamais rendu visite. Elle parle rarement de lui, alors j'ai finalement cessé de poser des questions. Nous avons eu Janet il y a 16 ans, et elle fut notre dernier enfant, car Jamie a eu des complications lors de l'accouchement qui ont nécessité une hystérectomie. Cela a marqué la fin de ses années de procréation, mais nous étions tous les deux d'accord. Avant la procédure de Jamie, nous avions entamé le processus de conservation d'une partie de mon matériel biologique, mais nous l'avons finalement laissé expirer sans poursuivre d'autres actions. Janet nous suffisait, et à l'époque, notre mariage traversait des difficultés qui rendaient de telles décisions difficiles. Les parents de Jamie vivaient à Cleveland et, en famille, nous leur rendions visite 2 fois par an. Occasionnellement, Jamie y allait seul ou emmenait Janet. Cependant, cela faisait plus d'1 an que Janet ou moi n'étions pas allés avec elle. Si ma mémoire était bonne, le dernier voyage de Jamie pour rendre visite à ses parents avait eu lieu peu de temps après qu'elle ait perdu son emploi. Plutôt que son humeur ne s'améliore, comme je l'avais espéré, elle semblait s'être détériorée après son retour. Quand elle a dit qu'elle voulait passer plus de temps avec sa mère, j'ai pensé qu'une certaine distance entre nous pourrait être bénéfique, alors j'ai accepté sans hésiter. Elle me manquait après seulement quelques jours, mais il semblait qu'elle ne ressentait pas la même chose. Elle est restée 10 jours complets, prolongeant sa visite d'1 semaine pour inclure un week-end supplémentaire. Mes parents étant décédés et étant enfants uniques, les parents de Jamie, Jean et Ruth, étaient ceux qui se rapprochaient le plus de ma famille. Cependant, ma relation avec sa mère avait toujours été tendue. Jamie était plus attaché à sa mère qu'à son père, ce qui créait parfois des tensions. D'un autre côté, je m'entendais bien avec son père et nous étions devenus amis, restant en contact par téléphone et email. Malheureusement, cette connexion a progressivement diminué au cours des 2 dernières années. J'ai supposé que l'attitude de sa mère envers moi avait joué un rôle dans la détérioration de mon amitié avec son père. Pourtant, je n'avais jamais mal pris les visites de Jamie à ses parents. Cette fois cependant, son voyage faisait suite à près d'1 an de relations très tendues entre nous, qui s'était aggravée après sa dernière visite. Depuis lors, elle était devenue de plus en plus distante et critique. On aurait dit que chaque jour apportait une nouvelle exigence ou tâche,
accompagné de mots durs si je n'agissais pas immédiatement. À mon grand étonnement, les choses sont devenues encore plus difficiles après ce voyage. Même en présence de Janet, le comportement de Jamie est resté froid et distant, rendant la vie à la maison de plus en plus difficile. Janet n'était pas témoin des emportements de sa mère envers moi, alors j'ai décidé de ne pas intervenir ni réagir, essayant de maintenir la paix. Avec le temps, c'était devenu presque une habitude de simplement écouter tranquillement les critiques de Jamie et de m'éloigner. Elle s'était habituée à faire ce qu'elle voulait, quand elle le voulait, et je le lui permettais pour éviter les conflits. Je la laissais même faire en présence de Janet ou quand nous étions avec des amis. Je savais que les gens pensaient que j'étais passif, mais c'était une décision consciente de ma part. C'était peut-être une erreur, mais il était désormais trop tard pour s'en inquiéter. L'approche de Jamie pour ce voyage était typique. Après plusieurs jours de sous-entendus, elle a pris la décision de partir et m'a simplement informé qu'elle passerait 2 semaines chez ses parents. Il n'y a eu aucune discussion, aucune question sur mes projets ou aucune considération des défis que son absence pourrait apporter. Elle a rejeté ma demande d'explication et m'a laissé une liste de choses à retenir concernant l'emploi du temps de Janet, mais rien de plus. La veille de son départ, elle a fait ses valises et s'est couchée tôt. Le matin, elle a appelé un taxi pour l'aéroport, faisant comprendre qu'elle n'avait pas besoin de mon aide. Elle est partie sans même dire au revoir. Quant à notre intimité, elle avait complètement disparu. Nous n'avions pas partagé ce genre de proximité depuis au moins 2 ans, certainement pas depuis qu'elle avait perdu son emploi il y a 18 mois. En fait, cela faisait au moins 6 mois avant son dernier voyage à la maison que nous avions eu une quelconque intimité, et encore plus longtemps depuis que j'avais essayé d'aborder la question avec elle. Chaque fois que j'essayais d'initier quelque chose, elle se levait et allait dans la chambre d'amis, me laissant frustré et en colère. Plus je poussais à la communication, plus elle résistait. Finalement, j'ai abandonné. Une nuit, j'ai prudemment évoqué quelques options pour résoudre nos problèmes, espérant que nous pourrions en parler. Au lieu de cela, elle a explosé de colère, me prévenant de ce qu'elle ferait si jamais elle me soupçonnait d'infidélité. Lorsque j'ai évoqué la possibilité d'un divorce pour négligence émotionnelle, elle a ri et m'a fait remarquer à quel point cela nuirait à mon image publique si le tribunal révélait qu'elle m'avait exclu de la chambre à coucher. Sa réaction a entraîné une explosion émotionnelle de ma part. Je lui ai demandé pourquoi elle restait avec moi alors qu'elle ne m'aimait clairement pas, ne voulait rien avoir à faire avec moi et semblait préférer être seule autant que possible. À ma surprise, Jamie a fondu en larmes et a pleuré pendant ce qui m'a semblé une éternité. Quand elle s'est enfin calmée, elle m'a dit qu'elle m'aimait, qu'elle m'avait toujours aimé et qu'elle m'aimerait toujours. Elle a expliqué qu'elle était sous tellement de stress et de confusion que même elle ne comprenait pas pourquoi elle agissait ainsi. Elle a imploré ma patience et a promis de chercher de l'aide. Ses supplications étaient si sincères et émouvantes que j'ai été pris au dépourvu, assis silencieusement au bord du lit tandis qu'elle ramassait ses vêtements et se déplaçait dans la chambre d'amis. J'étais encore confus le lendemain matin quand elle est revenue à son comportement critique habituel. Ceci nous amène à aujourd'hui. Jamie était parti depuis 1 jour et demi et je réfléchissais à notre relation depuis un certain temps. Je commençais à croire que le divorce était la seule option. Janet était assez âgée pour y faire face et serait probablement soulagée, étant donné la fréquence à laquelle elle exprimait son dédain pour la façon dont sa mère me traitait. J'avais essayé de tenir bon pour Janet, mais il était peut-être temps de lâcher prise. Je me sentais encore assez jeune pour croire que j'avais une vie devant moi et j'avais besoin de plus que ce que Jamie était prête ou capable de donner. La seule façon de trouver cela était de la laisser partir. Le problème, cependant, était que je l'aimais toujours malgré son comportement et la façon dont elle me traitait. Je savais qu'un divorce me ferait probablement plus de mal qu'à elle. Ces pensées me consumaient tandis que je descendais des cartons de notre chambre vers l'espace de rangement récemment aménagé sous l'escalier. Jamie avait insisté pour que je range notre placard et le moment semblait propice pour le faire sans ses reproches. Lors de ma 3e descente, j'ai failli perdre l'équilibre. Mon pied a glissé et j'ai laissé tomber les 2 cartons que je portais. J'ai attrapé la rampe pour éviter de tomber et j'ai regardé les cartons dégringoler, s'ouvrir et déverser leur contenu sur la nouvelle moquette. Heureusement, il n'y avait pas de liquide ni de poudre dans les cartons, donc il ne semblait pas y avoir de dommages. J'ai pris 2 cartons vides et j'ai commencé à remballer les articles. C'est là que j'ai remarqué un paquet de lettres nouées ensemble par un ruban bleu. Je ne les avais jamais vues auparavant et ma curiosité fut piquée. Mettant le paquet de côté, j'ai supposé que c'était des lettres d'amour d'un des petits amis de Janet. Après avoir remballé les articles restants, j'ai poussé les cartons pleins vers l'espace de rangement sous l'escalier.
Il m'a fallu 2 trajets supplémentaires pour tout déplacer. Quand tous les cartons furent enfin rangés, j'ai fermé les portes des panneaux et me suis effondré sur le sol, appuyé contre un mur, les jambes tendues devant moi, essayant de reprendre mon souffle. Alors que ma respiration ralentissait et redevenait normale, mes yeux se sont posés sur la pile de lettres que j'avais mise de côté plus tôt. J'ai rapproché les lettres et dénoué le ruban, ressentant un mélange de curiosité et de malaise. La première lettre a attiré mon attention. Elle était adressée à « Ma chère Jamie ». Immédiatement, une vague de colère et d'anxiété m'a traversé. Je n'avais jamais rien écrit de tel à Jamie, ni pendant notre mariage, ni même avant. Ma respiration, qui s'était juste calmée après avoir porté des cartons, s'est accélérée de nouveau, non par fatigue mais sous le poids de la découverte. J'ai déplié la lettre avec soin, elle était usée, avec de profondes pliures et des bords presque effilochés, comme si elle avait été lue d'innombrables fois. Clairement, Jamie avait chéri cette lettre. Je la tenais délicatement et j'ai commencé à lire « Ma chère Jamie, j'ai pensé à la dernière nuit que nous avons passée ensemble. Je ne peux pas t'ôter de mon esprit, tu m'as rendu fou, c'était presque plus que ce que je pouvais supporter et quand tu t'es arrêté, j'ai eu envie de pleurer. La façon dont tu m'as fait l'amour était exquise. Je sais que je ne cesserai pas de penser à toi alors que tu me quittes pour retourner à ton mariage sans amour. Pourquoi ne le quittes-tu pas pour venir à moi pour de bon? Tu connais mon histoire, je suis aussi dans un mariage sans amour et je divorcerai de ma femme en un instant si tu disais que tu viendrais à moi. S'il te plaît, ma Jamie, reconsidère. Dis-moi que tu reviendras vers moi. Avec tout mon amour, Walter. Le choc que j'ai ressenti était si écrasant que je crois être resté assis là pendant près d'1 heure, luttant pour digérer ce que je venais de lire. J'ai relu les mots, mais ils n'avaient pas changé. Ma femme avait été infidèle. Son amant, un certain Walter Matthews, lui avait écrit avec passion et désir. L'adresse de l'expéditeur sur l'enveloppe confirmait son identité. Désespérément, j'ai cherché une date sur la lettre et j'ai découvert qu'elle avait été écrite 3 jours après le retour de Jamie de sa visite à sa mère il y a 1 an. J'ai saisi la pile de lettres et en ai ouvert une autre. Celle-ci décrivait une rencontre intime avec des détails vifs, une rencontre qui avait eu lieu sur le siège avant de la voiture de Walter sur le parking d'un club. Selon la lettre, Jamie l'avait satisfait à sa demande et il avait exprimé son plaisir. Mon esprit s'est emballé en lisant ces mots, incapable de réprimer l'amère pensée de combien j'aurais apprécié de tels moments avec elle. Elle avait toujours rejeté ce genre d'expérience avec moi, refusant, évitant, voire se moquant de moi quand je le lui demandais. Je me suis demandé si elle avait ressenti les choses différemment lors de cette rencontre avec lui, ou si c'était simplement sa façon de chercher quelque chose de nouveau, quelque chose de défendu. Alors que je parcourais rapidement le reste des lettres, un schéma clair est apparu. Toutes semblaient provenir de ce même voyage à Cleveland. Il semblait que Jamie avait rencontré Walter à mi-chemin de sa visite et avait décidé de prolonger son séjour pour passer le dernier week-end avec lui. Il l'avait supplié de me quitter et de venir à lui définitivement, mais connaissant Jamie, je doutais qu'elle aurait voulu gérer les complications d'un nouveau départ, surtout si elle n'était pas certaine que Walter divorcerait réellement de sa femme. Plus probablement, elle avait insisté pour qu'il divorce d'abord avant même d'envisager de faire un pas. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si elle avait de véritables sentiments pour lui ou s'il s'agissait simplement d'une attraction physique, le genre même de désir qu'elle m'avait refusé pendant des années. J'ai laissé la dernière des lettres glisser de mes mains et je suis resté assis là, dans un silence stupéfait, tandis que la réalité de sa trahison s'installait en moi. Il était douloureusement clair que son infidélité avait eu lieu pendant son voyage pour rendre visite à sa mère, comme le confirmaient les dates sur les lettres. Je me suis demandé comment elle avait réussi à me cacher ces lettres si longtemps. En parcourant à nouveau la pile, j'ai trouvé une enveloppe plus grande avec l'adresse de l'expéditeur de sa mère. La révélation m'a frappé, sa mère était au courant de l'affaire et avait probablement été complice en aidant Jamie à la cacher. Mais cela ne m'a pas surpris, en fait, tout commençait à prendre sens. J'ai monté la pile de lettres à l'étage et les ai posées sur la table, mon esprit s'emballant tandis que je réfléchissais à mes prochaines étapes. C'était désormais indéniable, mon mariage était terminé. Jusqu'à cet instant, j'avais gardé un faible espoir que Jamie se souvienne de l'amour que nous avions autrefois partagé, mais les lettres révélaient la vérité. Son comportement ne reflétait que du mépris pour moi et son indifférence à mon bien-être était désormais douloureusement évidente. Elle était amoureuse de quelqu'un d'autre, mais il semblait clair qu'elle manquait du courage de me quitter pour lui. Étant donné que Walter était également marié, je me suis demandé si elle croyait même qu'il quitterait un jour sa femme. J'ai envisagé plusieurs options en restant assis là,
mais je revenais toujours à la même conclusion, je ne pouvais plus rester avec Jamie. Elle ne m'aimait pas, elle m'avait trahi et je n'avais plus aucun désir de supporter davantage son mépris. Je savais que je devrais attendre et la confronter à son retour, mais je manquais de patience pour cela. C'était la fin, il fallait que ça s'arrête maintenant. Dès le lendemain, j'ai résolu de faire appel à un détective privé pour découvrir tout ce que je devais savoir. D'ici là, je commencerai à planifier ma vie sans Jamie. Cependant, avant de pouvoir avancer, il y avait deux choses que je devais gérer immédiatement. Premièrement, je devais stocker en toute sécurité toutes les lettres de Walter. Ces lettres étaient une preuve indéniable de son infidélité et, en tant qu'avocat, j'en comprenais la valeur. Jamie remarquerait éventuellement leur absence, mais il n'y avait aucune raison qu'elle sache encore tout ce que j'avais découvert. Par-dessus tout, je voulais m'assurer que Janet, ma fille influençable, ne tombe jamais dessus. La dernière chose que je voulais était qu'elle soit exposée à la trahison de sa mère. Une fois que je me suis assuré que les lettres étaient rangées en toute sécurité, bien cachées là où Janet ne pourrait pas les trouver accidentellement, j'ai commencé à formuler mes options. Je savais que ces lettres étaient une preuve vitale de l'infidélité de Jamie et, en tant qu'avocat, je comprenais l'importance de les garder en sécurité. Je ne pouvais pas risquer que Janet tombe dessus et se fasse une mauvaise idée, ou pire, qu'elle imite les mauvais choix de sa mère. 3 jours plus tard, un jeudi, Jamie m'a appelé. C'était le seul appel que j'avais reçu d'elle de toute la semaine pendant son absence. La raison de son appel, elle avait besoin de quelques affaires de son bureau et voulait que je les lui envoie. Quand j'ai demandé pourquoi elle ne pouvait pas simplement attendre son retour, elle a répondu par l'une de ses remarques sarcastiques habituelles, m'accusant d'un manque d'intérêt pour elle. J'ai accepté à contre-cœur, attendant toujours le rapport de mon détective privé avant de la confronter. J'avais contacté l'enquêteur le lendemain de la découverte des lettres et il recueillait des informations depuis quelques jours déjà. Pendant notre bref appel, Jamie a à peine dit quoi que ce soit. Elle a demandé une fois des nouvelles de Janet, puis a mis fin à la conversation sans un seul mot affectueux, à son image. Ce fut la dernière fois que j'ai eu de ces nouvelles cette semaine-là, et je n'attendais rien de plus. À ma demande, l'enquêteur s'était envolé pour Cleveland afin d'approfondir l'enquête sur Walter Matthews, en utilisant les dossiers du DMV, les déclarations de taxes municipales et tout ce qu'il pouvait trouver. Le vendredi suivant, juste avant que je ne prévoie de confronter Jamie, l'enquêteur m'attendait dans mon bureau. J'ai dit à ma secrétaire de ne pas nous déranger et j'ai refermé la porte derrière moi. Il ouvrit son dossier et commença à résumer ses découvertes. « D'accord, monsieur Chouan, je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Il s'appelle Walter Matthews, il a 45 ans, est marié à Mary Matthews et ils ont 5 enfants, vous pouvez le croire? L'aîné a 21 ans et les autres ont entre 18 et 12 ans. Il y a même des jumeaux. X dans le lot. Lui et votre femme ont passé un week-end ensemble dans un motel juste à côté de l'autoroute, y restant la majeure partie de la journée et toute la nuit. » L'enquêteur marqua une brève pause avant de continuer. Il possède une concession automobile et y passe la plupart de son temps pendant la journée. Il semble assez bien réussir. Une belle maison dans le quartier de BBS, valant probablement un demi-million ou plus. Son aîné est à l'école supérieure et les autres vivent à la maison avec leur mère qui ne travaille pas, c'est une femme au foyer à plein temps. Il fit glisser une photo sur le bureau. Elle montrait un homme grand aux cheveux foncés, bien habillé et d'apparence plutôt agréable. Il était plus mince que corpulent. Je la regardai un instant puis la repoussai vers lui. « Quoi d'autre avez-vous trouvé ?» demandai-je. « Pas de dettes importantes, à part un prêt immobilier de plus de 200 000 $ sur la maison. Les registres commerciaux montrent des paiements d'impôts réguliers et des revenus d'entreprise déclarés. Il gagne environ 200 000 $ par an avant impôt, ce qui n'est pas mal du tout. Le reste est de la routine, son adresse, son numéro de téléphone, les noms et âges de ses enfants et de sa femme. J'ai aussi des copies de ses déclarations de revenus des 3 dernières années et quelques commentaires de ses voisins. Ils disent qu'il est apprécié et qu'il n'est pas un fauteur de troubles. » L'enquêteur hésita avant d'ajouter « Oh, et une autre chose que vous pourriez trouver intéressante, il est un habitué d'un établissement local. J'ai les reçus de ses 5 dernières visites. Il y va au moins une fois par semaine, parfois plus. Le propriétaire dit qu'il préfère les jeunes compagnes, mais elles sont toutes majeures, donc rien qui puisse vous aider de ce côté-là. » Je l'interrompis avec une question, est-ce qu'il a visité la semaine dernière ou la semaine d'avant? C'est à ce moment-là que Jamie était là. Comme une horloge. Il était là le mardi après-midi et, comme je l'ai mentionné, il a passé ce week-end avec votre femme dans un motel local.
Le reste du temps, il était à la maison avec sa famille. Il est sorti une nuit pendant la semaine, le mercredi, où il a rencontré votre femme dans un restaurant. Ils étaient assis ensemble, l'air très affectueux, beaucoup de caresses, de mains tenues, ce genre de choses. Ensuite, il est parti seul et votre femme est rentrée chez ses parents et y est restée. Il continua, et j'ai surpris leur conversation cette nuit-là. Elle faisait des plans pour le revoir ce week-end. Je le remerciai pour son travail, pris le dossier et lui remis un paiement pour m'assurer qu'il était rémunéré. Après son départ, je me rassis dans mon fauteuil et lus le rapport en entier. Cela me donna une image plus claire de l'homme qui avait bouleversé ma vie. Walter Matthews n'était pas un quelconque désespéré, il avait une vie stable, une entreprise florissante et une famille. Pourtant, le voilà qui poursuivait ma femme et détruisait mon mariage. La seule chose dont j'étais certain, c'était que je voulais me venger. Walter ne s'occuperait jamais de ma fille, j'en étais sûr. Jamie, désormais destinée à être mon ex-femme, se retrouverait bientôt hors de ma vie, c'était une certitude. C'était vendredi, juste avant que Jamie ne doive rentrer. J'étais assis à mon bureau, griffonnant des notes sur ce que je devais faire, quand le téléphone sonna. J'étais tellement absorbé par mon travail que je décrochai sans réfléchir, répondant d'un « oui » abrupt. La voix à l'autre bout était acerbe et familière. « Allô, c'est moi. » C'est une façon stupide de répondre au téléphone. « Où est Janet ? Je veux lui parler une minute. » Je fixai le téléphone dans ma main, silencieux. Était-ce cette femme qui s'était appelée ma femme pendant près de 2 décennies ? Pour la première fois, je reconnus pleinement la façon dont elle me parlait, abrupte, dédaigneuse et pleine de mépris. C'était de la colère enveloppée d'arrogance, sa voix dégoulinante du genre de dédain que j'avais enduré bien trop longtemps. À ce moment-là, quelque chose changea en moi. C'était fini. Complètement, indéniablement fini. Je n'avais aucun désir de la faire languir ou de jouer avec ses émotions comme un chat avec une souris. Même si j'étais un avocat habile à manipuler les gens avec des mots, je ne voulais rien de tout cela. Au lieu de cela, je voulais lui faire ressentir la douleur qu'elle m'avait infligée. Je voulais qu'elle comprenne la profondeur de sa trahison et les conséquences qu'elle entraînait, et j'étais prêt à faire en sorte que cela se produise. Alors que j'étais assis là, lisant ces lettres et réfléchissant au rapport de l'enquêteur, la colère et le mépris bouillonnaient en moi. Quand le téléphone sonna de nouveau, je n'eus même pas besoin de regarder l'identification de l'appelant pour savoir que c'était Jamie. Je le laissai sonner 5, 6 fois avant de finalement décrocher. Et de répondre par mon habituel « oui » abrupt. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais à me raccrocher au nez ? Comment oses-tu » La fureur emplissait sa voix. Bien, pensai-je, au moins elle était capable de ressentir quelque chose. Sans un mot de plus, je raccrochai de nouveau, plus fort cette fois, et ris en moi-même. J'attendais qu'il sonne encore, mais comme il ne sonnait pas, je retournai à ma liste de plans. Le silence était béat. Ce n'est que vers 22 heures ce soir-là que le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, je vérifiai l'identification de l'appelant et vis que c'était Jamie. La curiosité l'emporta. Je voulais voir comment elle allait gérer les choses maintenant. Alors je le laissai sonner 5 fois avant de décrocher. « Oui, Jim. C'est Jamie. Tu te sens mieux maintenant ? Tu avais l'air de mauvaise humeur quand j'ai appelé tout à l'heure, dit-elle, son ton presque désinvolte. Je n'étais pas de mauvaise humeur tout à l'heure, Jamie, répondis-je froidement. Je ne voulais juste pas te parler pendant que tu faisais des exigences. Ton manque constant de respect est ce qui me met en colère, c'est tout. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Il y eut un bref silence sur la ligne avant qu'elle ne parle de nouveau. Je suis désolé que tu aies eu cette impression. Je ne voulais pas te manquer de respect. J'étais juste pressé et je voulais parler à Janet. Je suis désolé si tu as pensé que je faisais des exigences. Bien, dis-je, mon ton immuable. Qu'est-ce que tu veux, Jamie ? Pourquoi appelles-tu ? Je t'ai dit que Janet n'était pas là. Quelle partie de ça n'as-tu pas comprise ? Calme-toi, dit-elle, une pointe d'irritation se glissant dans sa voix. Je ne suis pas en colère maintenant que tu es respectueux. Qu'est-ce que tu veux dire par pourquoi j'appelle ? Tu es mon mari. Je voulais te parler, c'est tout. Pourquoi ne t'appellerais-je pas quand je suis loin de la maison ? Tu ne me manques pas du tout ? Je ne pus m'empêcher de sourire en coin à sa question. En fait, Jamie, c'est plutôt paisible ici depuis que tu es parti. Pas de cris, pas d'exigences, pas de manque de respect.
Janet est heureuse et passe beaucoup de temps avec ses amis. Je fais ce que j'aime sans que personne ne me critique, et quand je vais me coucher, j'ai tout le lit pour moi. Ce n'est pas comme si quelque chose me manquait de toi, pas depuis quelques années maintenant. Alors non, Jamie, tu ne me manques pas. C'était très agréable sans toi. Plus de silence suivit. Tu es toujours là, Jamie, ou tu as fini? Je suis là, dit-elle, sa voix plus basse maintenant. Je suppose que je suis juste surprise de la façon dont tu me parles. Tu as bu? Tu as l'air très étrange. Pas une goutte, dis-je calmement. Même pas une bière. Juste du café et quelques crackers. Faut surveiller son poids, tu sais. Eh bien, dit-elle hésitante, si je ne te connaissais pas mieux, je penserais que tu es content que je sois parti. J'espérais que tu voudrais que je rentre vite à la maison, mais peut-être que je vais rester un peu plus longtemps puisque tu ne sembles pas me manquer. Ça te plairait, Jim? Ah, la voilà. C'était la Jamie que je connaissais, des mots doux parsemés de sarcasme, essayant de me provoquer. Mais je n'allais pas la laisser diriger la conversation cette fois. J'étais en contrôle. Eh bien, je vais te dire quoi, Jamie, dis-je d'une voix égale, pourquoi toi et le bon vieux Walter ne prendriez-vous pas quelques jours supplémentaires, comme la dernière fois? Il a dû te manquer, n'est-ce pas? Alors, plutôt que de te précipiter vers votre mariage sans amour, pourquoi ne pas le rendre un peu plus heureux? Avant qu'elle ne puisse répondre, je raccrochai de nouveau le téléphone, cette fois en arrachant la ligne du mur. J'entendis les autres téléphones de la maison sonner, celui de la chambre, celui du bureau, mais ils étaient trop loin pour me déranger. Je pris mon téléphone portable dans la poche de ma veste et l'éteignis. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec elle cette nuit-là. Son silence, réalisai-je, était la meilleure partie de son absence. Je me penchai en arrière dans mon fauteuil, repensant à la conversation. La seule bonne chose qu'elle avait dite était sa suggestion sarcastique que je m'amuse. Cela, pensais-je, semblait une idée fantastique, une que je pouvais certainement gérer. Je montai à l'étage, me rasai, mis de l'après-rasage et me regardai longuement dans le miroir. Pas mal, pensais-je, pas mal du tout pour un homme de mon âge. J'étais toujours en bonne forme grâce à mes entraînements au club 1 ou 2 fois par semaine, parfois pendant les heures de travail. Mes cheveux étaient presque entièrement blancs maintenant, mais toujours abondants, et je les portais longs. Mon ventre avait une légère protubérance, mais ce n'était rien qu'une ceinture ne puisse masquer. Dans l'ensemble, je me débrouillais plutôt bien. Satisfait, je redescendis et vérifiai la messagerie vocale. Supprimant tous les messages de Jamie. Puis j'appelai Janet chez son amie pour lui faire savoir que je sortirais ce soir-là. Je lui dis que mon téléphone serait éteint, mais que je vérifierais les messages plus tard et qu'elle pourrait appeler si elle avait besoin de quoi que ce soit. Elle m'assura qu'elle allait bien et prévoyait de rester chez son amie jusqu'au déjeuner du lendemain. Quand je lui mentionnai que sa mère pourrait rester absente quelques jours de plus, elle sembla sincèrement ravie. « Je t'aime, papa, dit-elle avant de raccrocher. « Je t'aime aussi, ma chérie, répondis-je, souriant pour la première fois de la soirée. Avant de quitter la maison, j'enlevai mon alliance, la glissai sur un morceau de ficelle et l'accrochai au miroir de notre salle de bain. Je voulais que ce soit l'accueil de Jamie quand elle déciderait de rentrer à la maison, non pas que je m'attendais à ce qu'elle se précipite vers son mari de sitôt, mais surtout, je ne voulais aucun rappel d'elle cette nuit. Cette nuit était pour moi. Je jetai un dernier coup d'œil à la maison, un endroit qui avait autrefois abrité tant de souvenirs heureux, puis sortis. Je traversai la ville jusqu'à un bar que je n'avais pas visité depuis des années, un endroit connu pour attirer les célibataires et être l'endroit idéal pour rencontrer de nouvelles personnes. Je connaissais le propriétaire, l'ayant représenté dans un procès contre l'établissement il y a des années. J'avais gagné l'affaire et Carmine, le propriétaire, m'avait promis des boissons gratuites à vie. Ce soir, je comptais bien entamer cette promesse. En entrant, je fus chaleureusement accueilli. Le bar était animé, presque plein, et l'énergie était contagieuse. Carmine me repéra immédiatement, leva les mains en signe de victoire avant de dire quelque chose à une femme au bar. Elle se leva, retint son tabouret jusqu'à ce que je l'atteigne, et s'inclina avec une emphase exagérée pour indiquer qu'il était à moi avant de s'éloigner. Eh bien, si ce n'est pas mon bon vieux Jimbo, me salua Carmine avec enthousiasme. Ça va, Jimbo? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que tu bois? Je ne pus m'empêcher de sourire. Comment ça va, Carmine? Ça fait trop longtemps.
Apporte-moi une bouteille du bon truc et laisse-la ici. Je veux me saouler sérieusement, et je savais que tu étais le seul à qui je pouvais faire confiance pour éviter de me faire agresser après. Tu n'as rien à craindre, m'assura-t-il. Mais dis à Carmine, quel est le problème? Je soupirai lourdement. Elle me trompe, Carmine. Je viens de découvrir aujourd'hui qu'elle voit un type à Cleveland depuis plus d'1 an. Elle et sa mère se sont moqués de moi. De vrais vipères, ces deux-là. À Rome, fais comme les Romains, hein? Tu parles le langage que les Romains comprennent, dit Carmine en secouant la tête, l'air entendu. C'était un bon gars, franc, direct et toujours honnête. Il posa une bouteille de scotch de haute qualité devant moi, versa le premier verre et le plaça à côté d'une bouteille de bière. Puis il tira un tabouret et fit signe à un autre client qui tentait d'attirer son attention de patienter. « Vas-y, Jim. Raconte-moi toute l'histoire, dit. Je me mis à parler, laissant tout sortir. 10 minutes plus tard, quand j'eus fini, Carmine hocha la tête comme si rien ne l'avait surpris. Il se leva, me frappa sur l'épaule et dit, « Allez, noie tes soucis. Si tu as besoin que je fasse quoi que ce soit, siffle, tu entends? En attendant, bois. Je veillerai sur toi. » Il s'éloigna pour s'occuper d'autres clients et je sirotai mon scotch lentement mais régulièrement. Le temps passa en un éclair et je commençais à ressentir les effets de l'alcool lorsque je pris conscience de quelqu'un assis à côté de moi. Une main effleura ma cuisse et je baissai les yeux, surpris. Une femme était assise près de moi, sa main reposant légèrement sur ma jambe tandis que l'autre tenait un verre. Je levai les yeux et elle valait bien un second regard. Ses cheveux blonds dorés brillaient sous les lumières du bar, ses yeux bleus vifs pétillaient d'intelligence et de chaleur. Elle était belle, même stupéfiante, mais pas comme une jeune fille essayant d'impressionner. Non, c'était une vraie femme, mature et confiante, avec un visage qui parlait à la fois de caractère et d'expérience de vie. Je suppose qu'elle avait environ 45 ou 50 ans, mais elle se portait avec une grâce qui la rendait intemporelle. « Bonjour, dis-je, toujours rapide avec les mots vifs. Qui êtes-vous ? » Elle sourit et sa voix était douce alors qu'elle répondait « Bonjour à vous. Je m'appelle Rachel English, et vous êtes ? » Jim, dis-je, levant mon verre en guise de salut. Et vous êtes très belle, Rachel. Son sourire s'élargit et je sentis une envie de la garder souriante. Que fait une si belle femme comme vous, seule dans un endroit comme celui-ci, demandai-je en me penchant. Je n'arrive pas à croire que vous deviez venir ici pour trouver quelqu'un, n'importe quel homme donnerait son bras droit pour être vu avec vous. Son sourire vacilla, remplacé par une tristesse qui éteignit la lumière dans ses yeux. Le changement fut subtil mais perceptible et cela me rendit triste aussi. Je voulais faire disparaître ce regard, la faire sourire de nouveau. Pourquoi si triste ? Demandai-je doucement. Vous ne devriez pas être triste. Je baissai les yeux sur sa main, toujours posée sur ma cuisse, et remarquai l'alliance. Votre mari vous trompe, comme ma femme ? Sa voix était calme mais ferme lorsqu'elle répondit, non, loin de là. Mon mari a été tué dans une embuscade. C'était un colonel, son convoi a été pris en embuscade et il est mort avec la plupart de ses hommes. C'est arrivé il y a 2 ans. Il me manque tellement. Elle baissa la tête un instant, mais quand elle releva le regard, ses yeux étaient clairs et stables. On dit que le temps guérit toutes les blessures, dit-elle avec un petit sourire doux amer. J'espère qu'ils ont raison. Pour elle, j'espérais aussi. Nous avons parlé pendant près de 2 heures, partageant des histoires et apprenant à nous connaître. Alors que la nuit avançait, nous sommes partis ensemble. J'étais trop ivre pour conduire, mais Rachel ne l'était pas. Nous avons fini chez elle. Bien que j'aimerais dire que la nuit s'est déroulée comme la plupart des hommes l'espéreraient, la vérité est que je me suis évanoui. La dernière chose dont je me souviens, c'est elle qui me retirait mon pantalon. J'étais intéressé par ce qui pourrait arriver, mais apparemment, l'alcool avait d'autres projets. Lorsque je me suis réveillé le lendemain matin, je me suis retrouvé dans un lit étrange, seul et confus. Il m'a fallu 1 minute pour reconstituer les choses. Les événements de la nuit précédente me sont revenus lentement et j'ai réalisé où j'étais et avec qui j'avais été. Quand j'ai finalement retrouvé mes esprits, j'ai levé les yeux pour voir la belle femme de la veille, Rachel, debout dans l'encadrement de la porte, tenant un plateau avec du café et 2 tasses. Elle portait un fin négligé qui en révélait plus qu'il n'en cachait, et j'ai immédiatement perdu tout intérêt pour le café. Quand elle a posé le plateau, j'ai tendu la main vers elle et elle est venue de bon gré. L'instant d'après,
nous partagions un baiser qui semblait durer éternellement. Ses lèvres étaient douces et chaudes, et nous nous sommes laissés emporter naturellement, nous perdant dans l'instant. Quand nous nous sommes finalement retirés, nous étions tous les deux un peu gênés, mais elle me souriait, ses yeux pétillants. Eh bien, n'était-ce pas quelque chose de spécial? J'ai l'impression d'être de retour au lycée, dit-elle, riant presque de mon air. Oui, c'était certainement le cas, répondis-je en lui rendant son sourire. C'est bon de savoir que je ne suis pas le seul à me laisser emporter si facilement. Je ne pouvais pas m'empêcher d'admirer à quel point elle était belle. Venez-vous souvent chez Carmine, demandai-je. Je n'arrive pas à croire qu'une femme aussi belle que vous irait dans un bar sans avoir quelqu'un à vos côtés. Aucun homme ne pourrait vous résister. L'expression de Rachel s'adoucit, mais son sourire s'estompa ensuite, une tristesse le remplaça, bien qu'elle ne diminuât pas sa beauté. Au lieu de cela, cela me donna envie de faire disparaître tout ce qui la troublait. Puis-je vous dire la vérité, demanda-t-elle. Mais vous devez me laisser finir avant de dire quoi que ce soit. Promis? Je promets. Dites-moi, dis-je en me penchant. Elle se déplaça, s'assit et ramena ses genoux à sa poitrine, les entourant de ses bras. Elle avait l'air plus jeune à cet instant, si vivante et vulnérable, comme quelqu'un qui revivait un souvenir doux amer. Carmine m'a appelé chez moi, commença-t-elle. C'est mon frère. Il m'a dit de venir rencontrer un homme vraiment gentil. Il a dit que vous aviez des ennuis et que je pourrais peut-être vous aider. Son honnêteté me prit par surprise. Elle continua, sa voix calme mais sincère, quand je suis arrivé au bar, vous étiez déjà bien éméché, mais plus je vous parlais, plus je vous appréciais. Et puis j'ai recommencé à ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis la mort de mon mari. C'est pourquoi je vous ai invité dans mon lit. Je voulais quelqu'un avec qui partager une connexion intime pour la première fois depuis longtemps, et vous étiez cette personne. La nuit dernière a été tout ce que j'avais espéré. Ces mots restèrent en suspens tandis que je les traitais. Elle était honnête avec moi et je pouvais voir la vérité dans ses yeux bleus profonds. Ce qu'elle avait fait n'était pas par pitié ou obligation, c'était sincère. Elle avait eu besoin de quelqu'un et moi aussi, d'une certaine manière, nous nous étions entraidés. Je lui ai pris la main et lui ai dit à quel point j'appréciais notre lit. En lui exprimant ma gratitude pour cette connexion que nous partagions. Tandis que nous étions assis à discuter, je réalisais que je voulais en savoir plus sur cette femme qui était entrée dans ma vie à un moment si étrange. Nous avons fait des projets pour rester en contact, bien qu'elle comprit que ma situation me tiendrait occupé pendant un certain temps encore. Elle m'offrait son soutien, son épaule sur laquelle m'appuyer ou sa compagnie chaque fois que j'en aurais besoin. J'ai ri, mais j'ai accepté son offre avec un sérieux absolu. Nous avons partagé un autre moment tendre avant que je m'habille et me prépare à partir. Rachel m'a ramené au bar de Carmine pour récupérer ma voiture. Le bar était presque désert à mon arrivée, et je n'ai pas été surpris de le trouver vide quand je suis enfin rentré chez moi, juste après midi. La maison était silencieuse. Sans surprise, Jamie n'avait pas couru se précipiter pour essayer de sauver notre mariage. J'ai ressenti un pincement de déception. J'avais cru que 19 ans de vie commune auraient plus de valeur à ses yeux, mais apparemment non. Je suis entré dans la cuisine et j'ai remarqué le voyant du répondeur qui clignotait. J'ai vérifié le journal et j'ai vu 10 appels, tous du téléphone portable de Jim. Un autre appel se distinguait, il venait de Paul, le père de Jamie. Celui-là a attiré mon attention, alors je l'ai écouté en premier. Jim, c'est Paul. Quand tu auras ça, s'il te plaît, rappelle-moi. Jamie et sa mère sont partis au chalet pour quelques jours, à mon insistance. Jamie voulait rentrer immédiatement, mais je l'en ai dissuadé. Elles ont toutes les deux beaucoup à réfléchir, comme tu peux l'imaginer. Appelle-moi sur ce numéro, c'est mon portable. Prends soin de toi. Astérisque intéressant astérisque. Je le rappellerai bientôt, mais je n'étais pas encore prêt. Curieux, j'ai écouté plusieurs des messages de Jamie. Chacun était une variation d'elle hurlant, me rabaissant ou m'accusant de ne pas savoir de quoi je parlais. Les 2 derniers messages étaient moins exigeants et plus désespérés, mais aucun ne m'a touché. Je les ai tous supprimés. J'ai cherché Janet dans la maison, mais il n'y avait aucun signe d'elle. Elle avait dit qu'elle reviendrait dans l'après-midi, alors j'ai décidé de me préparer un sandwich et une bière fraîche pour apaiser ma gueule de bois tenace. En mangeant, j'ai repensé à ma matinée avec Rachel. Rien que de me souvenir d'elle me mettait de bonne humeur. Après avoir fini,
j'ai pris le téléphone et je me suis assis dans le salon pour appeler Paul. Salut Paul, c'est Jim qui te rappelle. Jim, je suis content que tu aies appelé, a-t-il dit, son ton sérieux. Je sais ce qui se passe et c'est pour ça que j'appelle. J'ai envoyé Jamie et sa mère au chalet pour les éloigner d'ici. Je suis furieux contre elles deux, et je pense que tu sais en partie pourquoi. Eh bien, tout ce que je sais, c'est que Jamie a une liaison avec un certain Walter Matthews. Ça a commencé lors de sa dernière visite, ou peut-être même avant, et pour votre information, Paul, je crois que Ruth était au courant aussi et c'est elle qui a envoyé ses lettres d'amour à Jamie ici. C'est tout ce que je sais, Paul, ai-je dit. Eh bien oui, c'est l'essentiel, a répondu Paul. Je l'ai découvert en surprenant une conversation entre Jamie et sa mère. Elle a avoué qu'elle allait passer un week-end avec lui. C'est pour ça qu'elle t'a appelé pour te dire qu'elle restait quelques jours de plus. J'étais furieux contre Jamie, mais tout ce qu'elle a fait, c'est pleurer quand je lui ai crié dessus. Elle n'a pas arrêté de pleurer depuis ton coup de fil d'hier soir. Elle devient folle en essayant de te joindre. Sa mère n'aide pas Ruth est un cauchemar, disant à Jamie qu'elle ne te mérite pas et qu'il fallait qu'elle trouve quelqu'un d'autre pour te remplacer, ce genre de bêtises toxiques. Elle n'arrêtait pas, alors je. Paul a fait une pause et sa voix a tremblé. Je l'ai giflée. C'était la première fois de notre mariage que je la frappais, et ça m'a rendu malade, mais honnêtement, Jim, elle le méritait. J'entendais la douleur dans la voix de Paul alors qu'il avouait cela, et cela m'a rendu en colère. En colère contre Ruth, sachant le rôle qu'elle avait joué dans la destruction de mon mariage. Elle avait encouragé la trahison de Jamie, lui avait envoyé les lettres d'amour de Walter et avait eu l'audace de tout justifier comme si elle faisait ce qu'il fallait. Ruth portait une responsabilité significative pour tout cela, mais je savais qu'elle ne le verrait jamais comme une mauvaise chose. C'était dommage que je n'ai rien vu venir, et dommage que Jamie ait été si facilement entraîné sur le chemin de la trahison. Cela avait été bien trop facile pour elle, et ça n'aurait pas dû l'être, quelle que soit l'insistance de sa mère. Paul m'a dit qu'il prévoyait de monter au chalet pour les voir toutes les deux cette nuit-là. Avant que nous ne raccrochions, il m'a demandé si je voulais. Il se parlait à Jamie. Je lui ai dit non. Je n'avais rien à lui dire pour le moment, et peut-être que je n'aurais jamais rien à lui dire. J'avais besoin de temps pour réfléchir à tout cela. Il a compris, et nous avons raccroché. Environ 1 heure plus tard, Janet est rentrée. Plutôt que de tourner autour du pot, j'ai décidé de lui dire ce que je savais des actions de sa mère. Ce n'était pas fait par cruauté, mais par respect. Janet grandissait si vite et elle avait déjà vu la tension dans notre mariage. Elle était prise au milieu et je voulais qu'elle soit consciente de ce qui se passait afin qu'elle puisse prendre des décisions éclairées sur sa propre vie. Si le mariage se terminait, elle serait assez âgée pour décider où elle voulait vivre. Nous avons discuté des avantages et des inconvénients de chaque choix. Ce n'était pas une conversation émotionnelle, mais pratique. Janet était presque une adulte et je voulais qu'elle fasse ce qui était le mieux pour elle maintenant et à l'avenir. Nous avons parlé pendant des heures et je n'aurais pas pu être plus fier de la façon dont elle a géré la situation. Elle était calme, réfléchie et mature bien au-delà de son âge. En fin de compte, nous avons tous les deux décidé qu'il serait préférable pour elle de rester ici à la maison avec sa mère. L'école, les activités et d'autres responsabilités exigeraient quelqu'un qui avait la flexibilité d'être là, et je ne pouvais pas le lui offrir. J'ai promis à Janet que je veillerais toujours à ce qu'elle soit prise en charge et que son éducation et son avenir ne seraient jamais compromis. Il était près de 17 heures quand le téléphone a sonné. Janet a pris l'appel et je l'ai entendu dire « Maman, comment as-tu pu ?» J'ai décidé de la laisser parler d'abord avec sa mère et je suis sorti m'asseoir sur le porche. Je détestais qu'elle ait à gérer cela, mais nos choix affecteraient sa vie et elle méritait de faire partie du processus. J'étais encore en train de réfléchir à la façon dont je voulais gérer le tout quand Janet est sortie, le téléphone à la main. « Tiens, papa, dit-elle, la voix tremblante, les larmes aux yeux. Je ne veux plus lui parler. Je voulais la réconforter, mais elle m'a tendu le téléphone et s'est éloignée rapidement, me laissant seule, tout comme je l'avais laissé gérer la conversation initiale avec sa mère. Je l'ai regardée partir, ressentant un pincement de culpabilité, mais je savais qu'elle avait besoin d'espace. J'ai porté le téléphone à mon oreille et j'ai dit « Allô, Jamie ?» Juste ça, rien de plus. J'étais déjà épuisé par toute la situation. Cela ne faisait qu'environ 24 heures, mais cela ressemblait à des semaines de tourmentes compressées en une seule journée. Pourquoi as-tu dû le dire à Janet? Pourquoi as-tu été si cruel? Juste pour me faire du mal?
juste pour te venger de moi. La voix de Jamie était perçante, défensive, redevenue elle-même. Elle ne pouvait rien prendre en charge, exploser était plus facile pour elle qu'admettre sa faute. J'en ai assez. Va au diable, ai-je lancé. Quand tu pourras me parler décemment, rappelle-moi. Sinon, ne te donne pas la peine d'appeler ou de revenir ici. Adieu. J'ai coupé l'appel et j'ai tenu le téléphone mollement dans ma main, attendant de voir si elle essaierait à nouveau. Cela n'a pas pris longtemps, le téléphone a de nouveau sonné. Allô, ai-je répondu, ma voix lasse. Jim, je m'excuse, dit-elle, le ton doux. J'étais juste secoué que tu aies dit à Janet ce que j'avais fait. Je ne sais pas pourquoi tu as dû faire ça. Je suppose que c'est parce que tu me détestes maintenant, n'est-ce pas? En fait, Jamie, tout ne tourne pas autour de toi, ai-je répondu calmement mais fermement. Tu ne me croiras peut-être pas, mais pourquoi je lui ai dit n'avait rien à voir avec toi. Ce que tu as fait va affecter sa vie autant que la mienne. Elle méritait d'être traitée avec le respect que tu m'as refusé tout ce temps. Je lui ai dit parce qu'elle a le droit de savoir et elle mérite du temps pour apprendre à gérer cela. Jamie est restée silencieuse à l'autre bout du fil et j'ai laissé le moment s'éterniser. Finalement, elle a dit doucement, je vois. Je suppose que je n'y avais pas pensé de cette façon. Bien sûr que non, ai-je dit d'un ton sec. Tu n'as pensé qu'à toi tout au long de tout cela. Mais Janet doit vivre avec les conséquences de tes décisions et je ne la laisserai pas être prise au dépourvu. C'est pourquoi. Et quant à tes excuses, Jamie, garde-les. Il y eut un silence. Je pouvais dire qu'elle traitait ce que je venais de dire. Puis, d'une voix calme, elle a demandé, « Tu me détestes, Jim ?» Non, je ne te déteste pas, ai-je dit honnêtement. Pour être honnête, je n'ai aucune émotion quand je pense à toi. Ces 2 dernières années m'ont vidé de tout. Elles ont presque tué tout l'amour ou toute l'émotion que j'ai jamais ressentie pour toi. Je suppose que je ressens de la colère quand je pense à toi. Et à lui, mais même cela s'estompera. Tu as bien réussi à effacer tout ce qui me restait de nous en moi. Me croirais-tu si je te disais que je suis désolé? Dit Jamie, la voix tremblante. Que je souhaite que cela ne soit jamais arrivé. Je suis tellement désolé de l'avoir laissé arriver. Tu ne méritais pas ça, Jim. Je suis vraiment, vraiment désolé. Eh bien, ai-je répondu, ma voix ferme mais détachée, comme je l'ai dit, Jamie, il n'y a plus qu'un vide en moi maintenant. Un vide qui était rempli de pensées de toi. Maintenant, il est vide. Tu m'as demandé l'autre soir si tu me manquais. La réponse est de plus en plus non. Et tu as raison, tu n'aurais jamais dû le permettre. C'est le sens de nos vœux de mariage, renoncer à tous les autres. Tu as rompu ces vœux et maintenant je dois accepter qu'il ne reste plus rien. Il y eut une longue pause avant qu'elle ne murmure, « S'il te plaît, dis-moi que tu ne penses pas ça, Jim. S'il te plaît, dis-moi que tu ne te sens pas comme ça. Je serai à la maison dès que possible et nous pourrons arranger ça. Je sais que j'ai fait quelque chose d'horrible, mais je me rattraperai si tu me donnes juste une chance. Je ne veux plus que ça marche, Jamie, ai-je dit froidement. Je préférerais que tu restes éloigné encore un peu. Ces derniers jours ont été très paisibles pour moi. Je me porte très bien sans toi maintenant. Janet et moi avons des décisions à prendre concernant son avenir et elle prendra ses décisions elle-même. Je ne l'influencerai pas. Elle devrait probablement rester ici avec toi si elle le peut. Il ne lui reste qu'1 an et quelques mois d'école. Jim, dit-elle, la voix brisée, tu parles comme si c'était fini entre nous. S'il te plaît, ne prends aucune décision comme ça avant que je n'ai la chance de te parler. Je sais que j'ai fait une énorme erreur, mais je peux me rattraper si tu me donnes juste une chance. Jim, je réalise maintenant que je t'aime plus que je ne l'ai jamais compris. J'ai oublié pendant un moment, mais maintenant je me souviens pourquoi je t'aimais. Je ne veux pas te perdre, s'il te plaît, attends-moi, Jim, attends que je rentre à la maison. J'ai laissé ces mots planer un instant avant de répondre, je n'ai aucun intérêt pour ton amour pour moi, Jamie. Ton amour ne signifie plus rien pour moi. Je préférerais m'en tenir éloigné pour le reste de ma vie. En ce qui me concerne, ce mariage est terminé et, comme je l'ai dit, ne te donne pas la peine de rentrer tout de suite. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit de plus, j'ai raccroché. Les larmes me piquaient les yeux alors que je l'entendais commencer à supplier, mais j'ai refusé de m'écouter plus longtemps. Ce n'était qu'un écho de l'amour que j'avais autrefois ressenti pour Jamie, un amour qu'elle avait détruit. Cet amour allait mourir rapidement,
mais pour l'instant, je devais encore endurer la douleur de la séparation. Le téléphone a commencé à sonner presque immédiatement après que j'ai raccroché. En regardant l'afficheur, j'ai vu que c'était Jamie, mais je l'ai ignoré. J'avais fini de lui parler. J'en avais fini avec elle. Ce fait devenait plus clair à chaque instant qui passait, à mesure que l'énormité de sa trahison s'ancrait. Il était presque midi le mercredi suivant lorsque ma secrétaire, Suzy, m'a appelé pour me faire savoir que j'avais un appel de ma femme. Cela faisait 2 jours que je lui avais demandé de ne pas accepter les appels de Jamie, alors c'était inattendu. « Pourquoi as-tu pris l'appel » ai-je demandé, agacé. « Il a été transféré par Margaret Wilson » a dit Suzy, hésitante. « Margaret ?» Bon sang, j'avais oublié que Jamie et Margaret étaient amies. Margaret était une vraie plaie. Elle avait déjà été mariée et divorcée 4 fois. C'était difficilement le modèle que je voulais voir autour de ma future ex-femme. Je me suis toujours demandé pourquoi Jamie et Margaret s'étaient si bien entendus. Maintenant, je commençais à comprendre, elles étaient du même acabit. « D'accord, je le prends » ai-je soupiré. « Ce n'est pas ta faute, Suzy. » J'ai appuyé sur le bouton de la ligne 1. « Oui, qu'y a-t-il, et ça ferait mieux d'être bon, Margaret. » J'entendais la voix de Margaret à l'autre bout. « Oh, Jim, je ne savais pas qu'il y avait des problèmes, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux même pas parler à ta femme. Elle est en ligne quand je raccroche, parle-lui. » J'ai levé les yeux au ciel alors qu'elle raccrochait et la voix de Jamie est apparue sur la ligne. « Allô, Jamie » ai-je dit d'une voix égale. « Que puis-je faire pour toi? Tu peux rentrer à la maison et me parler » a-t-elle répondu rapidement. « Je suis à la maison, Jim, alors s'il te plaît, pouvons-nous parler? » « C'est quelle maison, Jamie » ai-je demandé froidement. « La maison de Walter Matthews ?» Parce que ce n'est certainement plus notre astérisque maison. Tu l'as détruite, n'est-ce pas? J'ai entendu un sanglot étouffé à l'autre bout. Du fil. Elle avait donc décidé d'adopter la tactique de la supplication. Jim, s'il te plaît, rentre à la maison et parle-moi. Je te dois une explication et je promets de te la donner sans mensonge ni excuse. S'il te plaît, Jim, rentre à la maison, a supplié Jamie. Que veux-tu vraiment, Jamie? Juste être prise en charge pendant que tu fais ce que tu veux derrière mon dos? N'est-ce pas ce que tu as fait ces 2 dernières années? Tu me traites mal, tu refuses de communiquer, tu transformes ma vie en un enfer et ensuite tu vas le voir. Tu as dit que tu rendais visite à ta mère, mais tu es allé le voir à la place. Tu as fait des projets pour passer le week-end avec lui à nouveau, comme la dernière fois, et ensuite tu m'as insulté jusqu'à ce que j'accepte de te laisser rester plus longtemps. Tu essayais de m'utiliser pour justifier tes choix, n'est-ce pas? C'était tellement mieux avec lui. Je ne me retenais plus maintenant. La colère qui bouillonnait depuis des jours avait enfin une issue, et maintenant que Jamie était à l'autre bout du fil, elle devenait la cible. S'il te plaît, Jim, balbutia Jamie, je suppose que je le mérite, mais tu te trompes. Tu te trompes à propos de Walter et moi. Je ne l'ai même pas vu pendant ce voyage, honnêtement. Jamie, ai-je dit froidement, tu as passé tout le week-end avec lui à l'hôtel Dorchester. Et mercredi? Le dîner de mercredi soir ne compte pas? Tu as fait des projets pour le rencontrer le week-end prochain. Tu lui as dit que tu allais me convaincre de te laisser rester quelques jours de plus, assis côte à côte, se touchant et Dieu sait quoi d'autre sous la table, ou ne comptes-tu pas ces moments comme le voir? Est-ce ainsi que tu justifies cela? Je l'ai juste rencontré brièvement, balbutia-t-elle, pour lui dire que c'était fini, que je ne voulais plus jamais le revoir. Honnêtement, Jim, je ne suis allé nulle part avec lui. C'était la seule fois que je l'ai vu. Encore des mensonges, Jamie, ai-je claqué. Je sais ce que tu as fait. Et le dernier voyage? N'as-tu pas eu une rencontre intime sur le parking? Nies-tu tout cela? Son silence était assourdissant. La vérité commençait à l'écraser maintenant et je pouvais le sentir. Enfin, j'avais le dessus. J'ai continué, ressentant une sombre satisfaction. Est-ce que toi et Walter avez parlé de ses enfants, ses jumeaux? Les a-t-il mentionnés? Et sa femme, Margaret? Vous deux avez-vous parlé d'elle? Lui as-tu parlé de moi? Avez-vous ri ensemble de la façon dont tu me menais en bateau? Il y a eu un cri soudain et fort à l'autre bout du fil qui m'a surpris. J'ai instinctivement éloigné le téléphone de mon oreille, mais le clic qui a suivi m'a dit qu'elle avait raccroché.
J'ai posé le téléphone, me sentant épuisé. La libération de toute cette colère m'a laissé mou comme une serpillière. J'avais deux choix, je pouvais rentrer à la maison et parler à Jamie, la laisser essayer de justifier ce qu'elle avait fait, ou je pouvais commencer à faire des plans pour mettre fin à cette mascarade de mariage pendant que la douleur et la colère brûlaient encore en moi. J'ai choisi la dernière option. J'ai appelé deux de mes associés, tous deux des avocats de confiance de mon cabinet, et je les ai mis au courant de ma situation. Une fois que j'ai commencé à traiter cela comme une affaire juridique, quelque chose que j'avais fait d'innombrables fois au cours des 20 dernières années, c'est devenu plus facile à gérer. La seule différence cette fois-ci était que mon nom figurait sur le dossier. Ils se sont rapidement mis au travail, oubliant que c'était la femme de leur patron que nous traitions. C'est exactement ce dont j'avais besoin, détachement et professionnalisme. La première étape était de déposer une plainte dans l'Ohio pour aliénation d'affection. C'était une accusation juridique rare mais légitime, et j'avais l'intention de la poursuivre jusqu'au bout. Je savais que je perdrais probablement, mais je ne me souciais pas de l'argent. Ce que je voulais, c'était traîner Walter Matthews devant les tribunaux pour qu'il réponde de ses actes devant sa femme et ses enfants. Elle méritait de savoir de quoi son mari était capable, et ensuite elle pourrait décider quoi faire de lui. J'ai remis la pile de lettres d'amour à l'un de mes associés et je lui ai demandé de préparer une requête pour une analyse graphologique afin de confirmer qu'elle venait de Walter Matthews. Après avoir lu la première, il a souri d'un air sombre et les a rangées dans sa mallette. Il s'envolait pour Cleveland le lendemain pour déposer la requête et lancer le processus. L'autre associé et moi avons esquissé une série d'actions pour protéger mes actifs. Nous avons prévu de fermer certains comptes, de transférer des fonds et de mener un audit externe de mes avoirs. Nous avons estimé leur valeur et décidé comment repositionner certains actifs avant l'audit pour assurer des pertes minimales. J'ai signé une procuration. Ils se sont installés et l'ont regardé commencer le processus. Ces deux associés étaient implacables une fois une tâche confiée, et je comptais là-dessus. Mon objectif était de leur infliger un maximum de souffrance avec un minimum de pertes pour moi. En fin de journée, les choses étaient déjà en mouvement. Alors que je descendais le couloir vers ma voiture, j'ai réalisé à quel point la colère me nourrissait. Quand l'amour se transforme en haine, me suis-je dit, il n'y a pas de limite à la douleur qu'il peut infliger. Lorsque je suis rentré à la maison ce soir-là, j'ai trouvé Jamie assise sur le canapé dans le salon familial avec Janet. Les yeux de Janet étaient rouges et gonflés d'avoir pleuré, et Jamie n'avait pas l'air beaucoup mieux. Elles se sont toutes les deux tournées vers moi quand je suis entré dans la pièce. Janet a bondi et a couru vers moi, me serrant dans ses bras. Elle m'a murmuré à l'oreille, « Bonne chance, papa. Quoi qu'il arrive, je t'aime. » Je les serrai fort, les embrassai sur le front et les regardai s'éloigner. Elle tenait la tête haute, mais son pas trahissait la douleur qu'elle ressentait. Elle était forte, rien à voir avec sa mère, et je savais qu'elle irait bien, quoi qu'il arrive. Je me suis tourné vers Jamie, qui était toujours assise sur le canapé, le visage pâle et les joues striées de larmes. Elle m'a regardé, cherchant quelque chose dans mon expression, mais je n'avais rien à lui donner. Il était temps de commencer le processus de séparation. C'était elle qui avait commencé cela, mais c'était moi qui allais le finir, et cette pensée m'apportait la paix. J'ai soupiré, suis entré dans la pièce et me suis assis sur l'une des chaises assorties que Jamie avait choisies à l'époque où elle était encore en mode couple. Les chaises et le canapé s'accordaient parfaitement, et je les détestais tous les deux. « Eh bien, Jamie, je suis là, » dis-je en m'installant dans le fauteuil. « Tu voulais me parler. Dis-moi pourquoi tu as gâché nos vies. Pourquoi as-tu trahi Janet et moi ?» Jamie me regarda, son expression déjà tendue. « Je ne sais pas, » dit-elle d'une voix faible. Je sais que ce n'est pas une réponse, mais c'est la vérité. Je ne sais juste pas pourquoi je l'ai fait. Je suis rentré à la maison la première fois juste pour m'éloigner de tout. Je n'avais aucune intention de faire quoi que ce soit d'autre que de m'échapper un moment, c'est tout ce que je voulais au début. Ces mots sonnaient comme des répétitions, mais je suis resté silencieux, la laissant parler. Je voulais entendre chaque justification qu'elle avait préparée. Pendant la première semaine, c'est tout ce que j'ai fait, je suis resté chez ma mère et je me suis éloigné de tout ici. Puis maman m'a présenté cet homme, continua Jamie, sa voix maintenant posée. Elle a dit que c'était un ami de l'église. Elle m'a dit qu'il était malheureux dans son mariage et m'a demandé si je pouvais lui parler. Je la fixais, écoutant, mais je n'y croyais pas. Je ne pouvais pas imaginer ce qu'elle s'attendait à ce que je dise qui justifierait ses actions. Pourtant, la curiosité me gardait assis.
Nous sommes allés dîner ce vendredi-là, continua Jamie, la nuit avant que je ne doive rentrer en avion. Nous avons parlé, et il était très charmant. Il m'a beaucoup complimenté, a touché ma main quand il parlait, et a même tendu la main pour me repousser une mèche de cheveux de mon visage. Il était très suave et j'ai été emporté. Au fur et à mesure que la soirée avançait, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, pas même avec toi. Elle marqua une pause, me jetant un coup d'œil comme pour évaluer ma réaction, mais je restais silencieux, ma colère brûlant sous la surface. Elle prit une profonde inspiration et continua, je sais maintenant que c'était mal, tellement mal, mais à la fin de la soirée, je le voulais. Je le voulais terriblement. Tu sais, nous n'avions pas été intimes depuis des mois avant que je ne rentre à la maison. Mon désir, je suppose, était presque éteint, mais cette nuit-là, avec lui, il est revenu. Il l'a vu et il m'a emmené dans un motel. Nous avons passé la nuit ensemble. Ces mots étaient comme des poignards, chacun s'enfonçant plus profondément dans ma poitrine. Elle marqua une pause, des larmes commençant à monter à ses yeux, mais je ne dis rien. Elle les essuya et continua, le lendemain, je t'ai appelé et je t'ai dit que je restais quelques jours de plus. Je les ai passés avec Walter dans ce motel. La colère en moi devint incandescente pendant qu'elle parlait. La douleur de sa trahison était insupportable. Je voulais me lever et partir, mais je refusais de lui donner cette satisfaction. Au lieu de cela, je suis resté assis, faisant semblant d'être en contrôle, alors qu'intérieurement, je voulais exploser. Seule ma retenue et mon entraînement m'ont empêché de le faire. Je suis rentré, dit Jamie, sa voix tremblante tenant, et je ne t'ai jamais parlé de Walter. Je ne l'ai pas appelé, ni ne lui ai parlé, ni ne lui ai écrit après. J'ai essayé d'oublier ce que j'avais fait, mais je ne suis jamais venu vers toi pour l'intimité non plus, surtout parce que je pensais que tu le saurais d'une manière ou d'une autre. Je ne pouvais pas risquer ça. Tu ne me croiras peut-être pas, Jim, mais je t'aime, et j'ai tellement honte de ce que j'ai fait, tellement honte que je crois que je pourrais mourir. Elle s'arrêta, les larmes coulant maintenant librement, la tête basse, la voix brisée par l'émotion. Bien que je croie que sa honte était réelle, je ne croyais rien d'autre. Ni son amour pour moi, ni ses raisons de me trahir, ni sa peur que je le découvre, rien de tout cela ne sonnait vrai à mes oreilles. Eh bien, dis-je, ma voix froide, c'est toute une histoire, Jamie. Pourquoi n'en crois-je pas un mot? Elle leva les yeux, surprise. Quoi? Jim, je te dis la vérité. Non, tu ne la dis pas, lâchez-je. Et je vais te dire pourquoi. Premièrement, tu m'as écarté bien avant de partir chez ta mère. Tu me traitais déjà comme de la merde à l'époque. Deuxièmement, je sais certaines des choses que tu as faites avec lui, et ce sont des choses que tu n'aurais même jamais envisagé de faire avec moi. Pourquoi, Jamie? Pourquoi lui donner ce que tu m'as refusé? Pourquoi ces choses étaient-elles acceptables pour lui, mais pas pour moi? Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais je ne lui en ai pas donné l'occasion. J'étais lancé maintenant, et la colère que j'avais réprimée si longtemps débordait. Tu allais le refaire, n'est-ce pas? Cette fois, je t'ai fait enquêter. Je sais que tu l'as rencontré le premier week-end de ton voyage et que tu as passé du temps avec lui. Je sais pour mercredi soir, Jamie. Je sais que tu as dîné avec lui, que tu as prévu de passer le week-end ensemble à nouveau, puis que tu as essayé de me convaincre de te laisser rester plus longtemps pour que tu puisses être avec lui. Je respirais difficilement maintenant, ma poitrine se soulevant, mes poings si serrés que mes phalanges étaient blanches. Elle me fixait, les yeux écarquillés, tandis que la fureur dans mes yeux la transperçait. Mais je n'avais pas terminé. Tu m'as refusé ton corps et ton cœur pendant près de 2 ans. Tu m'as refusé ton amour et ton affection pendant encore plus longtemps, et pour aggraver les choses, tu l'as donné à quelqu'un d'autre. Tu as fait avec lui des choses que tu m'as refusées. Tu lui as donné des parties de toi-même dont tu m'avais dit qu'elles étaient trop difficiles à essayer. Tu m'as trahi, non seulement par ton infidélité, mais aussi par la façon dont tu m'as dépouillé de mes droits en tant que ton mari et les as donnés à quelqu'un d'autre. Ses larmes coulaient maintenant sur son visage, mais il ne me restait plus aucune sympathie à lui accorder. Et ta mère, continuai-je, ma voix glaciale, elle en faisait partie aussi. Je sais qu'elle ne m'a jamais aimé, mais ce que je ne comprends pas, c'est ce qu'elle avait contre sa femme et ses enfants. Elle devait savoir que Margaret pourrait le découvrir, que son mariage serait détruit, mais elle s'en fichait. Elle ne se souciait pas de notre mariage ni du sien. Elle m'a toujours détesté et elle t'a entraîné sur ce chemin de trahison sans une seconde pensée. Et toi,
tu l'as suivi sans un murmure. C'était trop facile pour toi, Jamie, trop facile, bon sang. Je pris une profonde inspiration, me calmant. Ma voix était plus calme maintenant, mais elle portait le poids de la finalité. C'est pourquoi je sais que c'est fini, Jamie. Cela n'aurait pas dû être si facile pour toi de me trahir, mais ça l'a été. C'est ce qui m'a convaincu qu'il ne reste plus d'amour dans ce mariage. Tu viens de t'en rendre compte. Au début, Jamie, j'ai dû l'apprendre à mes dépens. Jamie bondit, réduisant la distance entre nous, les bras tendus pour m'étreindre ou me retenir. Je ne voulais rien de tout cela. Je lui repoussai les bras et reculai. Reste loin de moi. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. Laisse-moi tranquille. Jim, s'il te plaît, tu ne peux pas penser ça, supplia-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Si, je le pense. Reste loin de moi. Je t'aime, Jim, et je ne t'abandonnerai pas. Je la regardai fixement, ma voix froide et implacable. Je m'éloignerai de toi si tu essaies de me toucher à nouveau. Abandonner ce mariage n'est plus ton choix, Jamie. Tu as jeté ce choix quand tu es allé à ce motel avec Walter Matthews. Tu as claqué la porte quand tu es resté avec lui ce week-end-là et que tu as prévu de le refaire. Cette fois, il n'y a plus d'amour dans mon cœur pour toi. Tu as tout tué avec ta trahison. Jamie s'effondra sur le sol, les deux mains serrant sa tête tandis que mes mots martelaient la finalité de la fin de notre mariage. Je la regardais, assise là, brisée, n'étant plus ma femme d'aucune manière significative. Elle était touche. Ours Jamie Parker, mais elle ne serait plus jamais Jamie Chouan, femme de Jim Chouan. Ce rôle était terminé, et j'avais déjà commencé à prendre des mesures pour reprendre ma vie. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'était le plan que j'avais mis en œuvre pour son amant. J'avais eu l'intention de quitter la maison avant cette conversation, mais les choses s'étaient un peu précipitées. Je dormirai dans la chambre d'amis jusqu'à ce que je déménage, lui dis-je sèchement. Tu ferais mieux de rester loin de moi. Ne me parle pas, Janet, c'est tout, alors elle comprend. Jamie ne semblait pas écouter. Son visage resta enfoui dans ses mains, son corps secoué par des sanglots silencieux. Je me suis retourné et suis monté à l'étage pour déménager mes affaires dans la chambre d'amis. Je ferai le plus gros de mes bagages plus tard, mais j'avais besoin de quelques essentiels maintenant. Lorsque je suis entré dans la salle de bain pour prendre mes articles de toilette, j'ai vu l'alliance toujours accrochée au miroir où je l'avais laissée. Je l'ai regardée un long moment, puis je me suis détourné, la laissant là. Quelques jours plus tard, j'étais assis dans le bureau, travaillant sur des documents pour m'assurer que tout était prêt à être déposé. Je voulais que le processus juridique se déroule rapidement et sans heurts. Le téléphone a sonné et, comme je n'étais pas sûr si Jamie était à la maison, j'ai répondu. À ma surprise, j'ai dû le décrocher au même moment que Jamie, car j'ai entendu sa voix discrète et étouffée dire « Allô ». À ma plus grande surprise, c'était Walter Matthews au bout du fil. J'ai rapidement couvert l'embout et écouté. « Jamie, c'est moi, Walter. »« Qu'est-ce qui se passe ?» dit-il, son ton agité. « Walter, je t'ai dit de ne jamais m'appeler ici, siffla Jamie. Je t'ai dit que je ne voulais plus jamais te voir ni te parler, alors pourquoi appelles-tu ? Sais-tu que ton mari a intenté un procès contre moi pour aliénation d'affection, lâcha Walter. Il l'a déposé à Cleveland. Il m'a fait signifier les papiers chez moi, devant ma femme et mes enfants. Il me poursuit pour $1 million. Un halètement de Jamie fut audible. Il a fait quoi ? Oh mon Dieu ! Je savais qu'il avait découvert, mais je ne savais pas qu'il irait aussi loin. J'entendis un rire étouffé lui échapper avant qu'elle ne continue, le venin dans la voix, « Je suis désolé, Walter, mais c'est hors de mes mains. Je suppose que tu vas devoir le dire à ta femme maintenant, n'est-ce pas ? Je suppose que ton mariage brisé va vraiment s'effondrer maintenant, salaud trompeur. Après tous les mensonges que tu m'as racontés sur ton mariage brisé, ta femme détestée, ton divorce imminent, tu mérites ça. Alors va au diable. » Elle raccrocha le téléphone avec fracas tandis que Walter criait toujours. Je suis resté silencieux, écoutant jusqu'à ce que sa voix abandonne finalement et que la ligne se coupe. Puis j'ai doucement reposé le combiné, secouant la tête. D'après ce que j'avais entendu, il semblait que Walter et Ruth avaient concocté un plan et vendu une histoire à Jamie. Elle avait été assez naïve pour y croire de bout en bout. Tant pis pour elle. Elle avait été trop facile à mener par le bout du nez, d'abord par sa mère, puis par son amant, et trop facile à me tourner le dos, ainsi qu'à notre mariage.
C'était là le problème, cela avait été trop facile. Juste à ce moment-là, Jamie est entrée dans la pièce. Elle m'a regardé, le visage pâle et tiré, son expression empreinte de tristesse et de ressentiment silencieux. « Tu avais tout planifié, n'est-ce pas ?» dit-elle amèrement. « Tu attendais juste que tout soit en place avant de me confronter. Je suis mariée avec toi depuis presque 20 ans et je n'arrive pas à croire que j'ai oublié ta devise, inflige-leur un maximum de douleur et fais en sorte que ça dure longtemps. Je suppose que tu vises le maximum avec Walter. Et moi, qu'as-tu prévu pour moi? Pour toi, rien, Jamie, répondis-je froidement. Je déteste vraiment ce que Walter m'a fait, même si tu es en partie responsable. Il savait mieux que ça. Il a une femme et 5 enfants et pourtant il s'est impliqué avec ma femme. Il va payer autant que je pourrais lui faire payer, et j'ai même proposé d'aider financièrement Margaret, sa femme, si elle décide de divorcer de lui. Peut-être que si tu joues bien tes cartes, tu pourras l'épouser quand elle le mettra dehors. Le visage de Jamie se tordit de colère et de désespoir. Tu sais bien que non, cracha-t-elle. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime même pas en ce moment. Il m'a menti sur tout, lui et ma mère. Elle marqua une pause, sa voix se brisant. Je la déteste et je le déteste. Elle me regarda alors avec ce regard suppliant familier qu'elle utilisait toujours quand elle voulait quelque chose de moi. Tu ne peux pas me pardonner, Jim, murmura-t-elle. Tu ne peux pas me laisser me racheter? Je ne ferai plus jamais rien de pareil, tu le sais. S'il te plaît, Jim, laisse-moi me racheter. Tu as eu ta chance, Jamie, et tu as fait ton choix, dis-je, ma voix calme mais définitive. Comme je l'ai dit, il était bien trop facile pour toi de t'éloigner de moi, beaucoup trop facile. Tu as fait ton choix, et c'était le mauvais. Je posai mes papiers, éteignis la lumière du bureau et me levai. Les yeux de Jamie me suivirent, observant mon costume et ma cravate, mes chaussures fraîchement cirées. Elle réalisa que j'étais habillé pour sortir et l'expression de reconnaissance sur son visage était difficile à manquer. Ne m'attends pas, dis-je en ajustant ma cravate. J'ai un rendez-vous ce soir et je ne serai probablement pas de retour avant le matin. J'avais un rendez-vous avec Rachel English. Elle m'avait dit d'apporter mon pyjama et quand j'avais demandé pourquoi, elle avait juste ri et dit que ce serait amusant de me voir le matin, prêt pour une nouvelle journée. En quittant la maison, j'ai jeté un coup d'œil en arrière pour voir Jamie debout dans l'embrasure de la porte, les larmes aux yeux, mais ces larmes ne m'émouvaient plus. 5 jours plus tard, j'ai rencontré John, un ami proche, dans un bar local. Nous avons eu une longue discussion sur mes plans, en particulier le calendrier de mon divorce d'avec Jamie, et nous avons également élaboré un nouveau plan pour Ruth. 3 jours après cela, John est venu à mon bureau se faisant passer pour un client. Nous avons eu une discussion approfondie sur sa situation et je lui ai présenté 2 avocats très efficaces en qui j'avais confiance. Après 3 heures de planification, John est parti, prêt à procéder à sa partie du plan. 5 jours plus tard, Ruth a été assignée à comparaître à son domicile. Choquée et furieuse, elle s'est jetée sur John juste devant l'huissier. L'huissier a immédiatement appelé le 911 et, en 15 minutes, Ruth était menottée, assise à l'arrière d'une voiture de police. J'ai aidé John à obtenir une ordonnance restrictive pour tenir Ruth éloignée de lui pendant les 3 semaines suivantes, suffisamment de temps pour qu'il vide sa maison et parte. Nous avions fait en sorte que tout ce que John possédait soit transféré dans une fiducie pour ma fille Janet. Puisque John possédait la maison avant son mariage avec Ruth, elle n'était pas considérée comme faisant partie de leurs biens matrimoniaux. Ses actifs financiers avaient également été transférés sur des comptes protégés, ne laissant que peu de choses à Ruth. John n'a même jamais eu à se présenter au tribunal. Le juge, un ami de la famille, a veillé à ce que le divorce soit simple, chaque partie recevant 50% de ce qu'elle possédait légalement. Ruth a fini par recevoir un règlement de 110 000 $. À ce moment-là, John était déjà en Thaïlande, profitant d'un nouveau départ, et tout le processus a été achevé en 3 mois. Ruth vit maintenant dans une maison de retraite communautaire, loin de sa vie précédente. Quant à mon propre divorce, ce fut un processus beaucoup plus long et laborieux. Il y a même eu des tentatives pour suggérer une thérapie de couple, mais heureusement, le conseiller, un de mes amis, a efficacement documenté les dommages irréparables à la relation et a soumis un rapport au juge. Avoir de bonnes relations a considérablement facilité les choses. Après 1 an, le divorce a été prononcé. J'ai conservé la maison et j'ai obtenu la garde exclusive de ma fille Janet. Le tribunal avait demandé à Janet sa préférence et elle a choisi de rester avec moi. Jamie a obtenu des droits de visite,
mais chaque fois qu'elle venait, Janet restait distante. Elle s'excusait rapidement, signalant qu'elle n'était pas intéressée à raviver leur relation. Jamie a compris qu'elle n'était pas la bienvenue dans la vie de Janet. Au cours des 2 dernières années, Jamie a visiblement vieilli. La tension de ses décisions, combinée à des problèmes de santé persistants, a fait des ravages sur elle. Pendant ce temps, je me prépare à épouser Rachel. Janet et Rachel planifient joyeusement le mariage ensemble, et leur lien m'a apporté plus de paix que je n'aurais jamais cru possible. John prospère en Thaïlande. Il appelle souvent pour partager des nouvelles de ses aventures et de ses nouveaux amis qui, selon lui, varient à chaque appel. Son nouveau départ semble avoir été exactement ce dont il avait besoin. Walter, en revanche, a fait face à d'importantes difficultés financières après son divorce. Son ex-femme a réussi à faire valoir la pression financière d'élever leurs 5 enfants, et le juge, un autre ami, a été ému par son histoire, lui accordant la majorité des biens de Walter, y compris ses investissements et la maison. Walter vit maintenant avec un revenu considérablement réduit. J'avais même proposé de couvrir les frais de justice de son ex-femme, m'assurant qu'elle disposait des ressources nécessaires pour poursuivre son affaire efficacement. Et Ruth, elle vit toujours dans la maison de retraite communautaire. Selon Janet, Ruth passe ses journées à me détester, me blâmant pour la tournure des événements. Je suppose que le karma opère de manières inattendues. Chers auditeurs, que pensez-vous de cette histoire? Merci de l'avoir écouté. À la prochaine.